café philo assez spécial parce que normalement ça se fait pas dans une maison de retraite, n'est-ce pas? Et là, aujourd'hui, nous avons comme invité Günther Gourand, qui lui est juriste de formation, mais surtout animateur au Café Philo des Phares depuis 20 ans. Je voulais quand même vous donner comme exemple très positif, parce que les exemples positifs se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Je connais un exemple, c'est de la ville hanséatique de Bremen, en Allemagne du Nord, où le maire de cette ville, qui est maintenant à la retraite, a initié un modèle de maison intergénérationnelle absolument exemplaire. Et c'est pour dire que ça peut marcher, non seulement le dialogue intergénérationnel, mais aussi l'entraide. Parce que ce modèle de maison, ou de ce complexe d'habitation, est basé sur l'échange de services entre jeunes et moins jeunes, personnes âgées. Les personnes âgées prennent en charge la garde des enfants, et les jeunes couples qui se sont installés avec leurs enfants font les courses et rendent service aux autres. Et ça marche, ça marche. Et je pense aussi que tout le monde a besoin d'un dialogue avec les autres générations, avec l'autre génération, parce qu'en fait, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et rien n'est mieux pour cela que un échange incarné, et pas seulement chercher les informations de la guerre, par exemple, de la résistance et de l'occupation, dans les livres qui ont été écrits par des experts, qui sont quand même désincarnés. Et rien ne remplace un échange vraiment incarné et personnel. Le sujet précis, c'est bien parce que c'est pas dialogue intergénérationnel et transmission. Non, c'est le désir. C'est le désir, c'est ça. La question, est-ce qu'on a envie de... Et je suis spinoziste et puis il y a une flopée d'autres philosophes qui pensent le fondement de la vie, de l'existence, c'est effectivement le désir de vivre. Donc toutes les questions de désir ou de motivation. Voilà. Donc, désir de dialogue intergénérationnel, virgule, désir de transmission avec un point d'interrogation. Ils ont toujours des appartements trop petits, donc ils ne peuvent pas vivre avec les grands-parents ou les parents. Et puis souvent, comme les familles sont éclatées, les gens se retrouvent dans des villes différentes, avec un point géographique. On peut élargir la notion de famille à plus large que la famille. La modernité, elle a ces deux aspects. C'est tout fout le camp. Et en même temps, peut-être quelque chose d'autre est en train de naître. Et je pense, nous, on est en crise. Vous êtes d'accord? Et pour moi, la crise, c'est quand l'ancien n'arrive pas à mourir et le nouveau ne parvient pas à naître. Les générations des années 1920-1930 vivaient ensemble, les grands-parents vivaient avec leurs parents. Ça reste assez récent. C'est pas depuis une cinquantaine d'années qu'on vit un peu plus la séparation entre les générations. Est-ce qu'on n'est pas justement entre-deux à réfléchir à d'autres systèmes maintenant, comme vous le disiez d'ailleurs, ça peut être plus large que la famille, ça pourrait être les amis, ça peut... Est-ce qu'on n'a pas vécu ces 30 dernières années justement la séparation entre... Pour voir qu'il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire peut-être c'est aussi un enfermement. Quand on parle de chaînes, c'est à la fois des chaînes de solidarité et des chaînes qui vous ligotent. Je pense qu'il y a des pays où au contraire les aînés sont très respectés, écoutés, il y a vraiment une transmission. Oui, mais quand même avec l'inconvénient qu'il y a le poids de la tradition qui fige un peu une société dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on les appelle les sociétés traditionnelles. Donc je ne pense pas qu'il faille absolument chercher les modèles ailleurs. Il faut vraiment, c'est à nous d'inventer d'autres modèles. Si on devait poser la question de la solidarité intergénérationnelle, ce serait effectivement plus un rapport de transmission idéologique, culturelle. À partir du moment où on explose dans la société des services, c'est tout à fait naturel qu'il n'y ait plus de solidarité intergénérationnelle. Si avant le dialogue intergénérationnel et la transmission auto-économique et culturelle était un besoin, maintenant ça devient un désir. Peut-être c'est un progrès. Parce que je pense que l'être humain fonctionne sur le désir et pas sur le besoin. Parce que les désirs ne demandent pas à être satisfaits. C'est ça. Un besoin demande à être satisfait. Le désir demande à être... Qu'est-ce qu'on demande à la bien-aimée? C'est pas satisfaire-moi comme un bon plat. C'est rends-moi encore plus ardent, encore plus aimant. C'est-à-dire, c'est un auteur qu'on aime beaucoup, Schiller, qui dit
le désir, les objets du désir consistent. C'est une consistance. Ce n'est pas une existence, ça consiste. Ça rend quelque chose consistant. Donc c'est très important de ce que vous avez dit. Peut-être c'est ça le progrès, qu'avant des choses qui étaient nécessaires au point de vue presque de survie, devient maintenant une nécessité symbolique, une nécessité de désir. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas raconter leur vie, parce que pour eux, raconter leur vie, ça veut dire qu'ils sont finis. Vous voyez, on commence à raconter sa vie quand on est au bout de la vie. Donc la raconter, ça peut vouloir dire, j'ai plus que ça à raconter ce qu'il y a derrière, parce que je ne peux plus me projeter dans la vie. Le logos, vous savez, le dialogue, le logos, il a 4 sens. Il y a la raison, il y a le rapport entre les choses, c'est presque mathématique, la langue, et puis ce qu'on oublie toujours, c'est le recueillement, c'est-à-dire la concentration. Et peut-être que là, il y a quelque chose où il faut se concentrer, c'est pas simplement entre le fromage, comment dire en français, entre le porc et le fromage, mais voilà, quelque chose un peu sacralisé. Voilà, maintenant, on installe et aussi une mise en valeur de celui qui parle. C'est à double sens. On est en train de parler de la parole d'une génération, mais cette génération écoute la nouvelle génération. C'est un échange. Et je me rappelle que mon père me disait que c'était fatigant. C'est-à-dire que quand il parlait avec ses petits-enfants, la forme du monde était différente et ça lui demandait un effort. De même que ça demandait aux petits-enfants un effort parce que la forme du monde de leur grand-père était différente. Mais dans les discussions qu'on avait, on s'apercevait qu'on avait vécu des mondes dans des formes différentes, mais qu'on avait eu les mêmes passions, les mêmes douleurs, les mêmes plaisirs, les mêmes complications. Mais chaque génération a quelque chose à raconter. Les 15 ans ont beaucoup de choses à nous raconter, de même que les 80 ans ont beaucoup de choses à nous raconter, que les 50 ans ont beaucoup de choses à nous raconter. Il existe des familles pour lesquelles il n'y a aucun souci, le passage se fait d'une manière souple, et il y a d'autres familles où la famille est complètement écoutée, où les ados sont en crise, tout le monde est en crise, et donc tout est bon à prendre. Il y a une richesse d'un côté comme de l'autre, et il y a un échange. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Je me demande si c'est pas lié en partie aussi la crise de l'autorité. C'est-à-dire autrefois, et dans les pays africains, ça a de bons côtés et des mauvais côtés. C'est-à-dire de l'autorité. Voilà. Puisqu'il est âgé, il a l'autorité. Et ce que j'ai compris dans la transmission, et peut-être les jeunes aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus cette autorité statutaire qui était avant, maintenant c'est une autre autorité, la transmission c'est toujours dans un seul sens. La transmission, ça va du plus âgé au jeune, tandis que les dialogues, c'est un échange. Et peut-être que les jeunes veulent aussi transmettre des choses à ceux qui leur transmettent des choses. Dans le vocabulaire que tu employais, Gunther, il y avait la notion de vouloir, de volontarisme. Il doit y avoir aussi un aspect gratuit et un aspect de se faire plaisir. Et quand à l'intérieur d'un débat, un débat est organisé, c'est rigoureux, c'est dans un cadre, c'est pour ça que les gens viennent. Mais le fait de repartir et de ne pas partager une convivialité sans intérêt, sans enjeu, et c'est ça la transmission. Tu parlais d'autorité, bon, il faut de l'autorité. L'autorité, elle est, par exemple, je vais reprendre l'exemple des cafés Pilon, elle est dans le cadre d'un débat. Un débat, il y a un animateur, il faut de l'autorité. Et puis il faut lâcher prise aussi, il faut les deux. La convivialité, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est pas uniquement des bonjour, etc. C'est d'avoir un vrai échange. Il n'y a rien de plus convivial qu'un vrai échange. Et vous savez, tout ça vient autorité, ça vient d'augare latin, ça veut dire augmenter l'autre. Il est là pour l'autre. C'est la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est exactement le contraire. C'est le flic qui a un pouvoir, vous vous arrêtez, je m'arrête. Donc c'est lui qui m'impose. Mais l'autorité, personne ne peut dire j'ai une autorité. C'est l'autre qui dit tu es une autorité pour moi. Donc c'est pour ça que l'autorité statutaire disparaisse. C'est peut-être avec la chance que la vraie autorité, celle qui n'est pas fondée sur le pouvoir mais sur le rayonnement, que vraiment
il peut faire naître, c'était Socrate quand il le dit, je dois accoucher l'autre de ses propres idées. Pour moi, il y a un rejet aussi de la vieillesse, de la personne âgée, qu'on occulte complètement ça, et que malheureusement, du coup, ça ne favorise pas la transmission. Parce que moi, je pense que c'est très triste, parce que c'est une richesse, justement, de pouvoir échanger avec les anciens, et on peut aussi rebondir sur l'idée d'autorité, quand vous disiez l'autorité. Pour moi, ça peut être aussi le désir d'avoir des modèles. Je pense que la société, elle est un peu en perdition, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de repères et que les gens n'ont plus de modèles. Et que, ce qui fait aussi que les jeunes justement, n'arrivent pas à trouver leur place, sont mal dans leur peau, parfois il y a des suicides, parce que comme il n'y a plus de cellules familiales, il n'y a plus de modèles parentaux et donc de contact avec les anciens, les générations précédentes, sauf effectivement en Afrique du Nord, enfin dans différentes cultures, ça donne ce résultat qui est plutôt triste. Moi, je trouve ça triste de penser qu'il y a beaucoup de gens âgés, que leurs enfants ne viennent jamais voir, qu'ils les parquent justement pour ne pas s'en occuper. Je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure. Tous ces slogans, tous ces besoins, ce besoin de consommation qui provoquent un désir, parce que les gens pensent que le message français devait être ceci, cela, mais d'ailleurs ça crée un besoin, le désir dans le besoin. Être jeune, être beau, être en vieillissement, etc., etc., etc. Ça creuse le fossé, ça ne change pas les choses. Je vais choquer certains, mais chaque philosophe est un fondateur de religion. C'est-à-dire chaque philosophe propose une manière de s'orienter et d'exister. Et comme moi je suis aussi un fils de lumière, pensé par soi-même, chacun doit devenir philosophe. Même s'il n'est pas Descartes ou Hegel, mais chacun doit pouvoir s'orienter après, non pas tout seul, avec l'aide des autres. C'est William Blake, c'est pas pour vous impressionner, mais pour dire, c'est pas moi qui ai inventé, il dit si je ne peux pas me faire ma propre philosophie, ma propre religion, c'est-à-dire ma propre boussole dans la vie, je suis obligé de me soumettre à celle d'un autre. Donc, créer des besoins, créer des désirs dans le besoin. Les entreprises ne veulent que des gens jusqu'à un certain âge. Après, vous êtes mis sur le carreau, alors vous avez une valeur qui est énorme. Non, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est normal qu'il y ait une cassure, c'est normal que l'individualité soit de plus en plus. Donc, ça dépend de vous, quand vous sortez, que vous faites porte-parole d'une autre vision du monde. Il faut donner des armes, ici on a donné des armes, mais chacun doit devenir un animateur de réflexion dans son entourage. Parce qu'on parle d'individualisme, mais c'est une fausse. À la fois, c'est une illusion l'individualisme, parce qu'on est formaté, comme dirait Britt. C'est un faux individualisme, on est encarté en même temps. Je me demande quel est le champ d'application que vous donnez à la philosophie en fait. Quel est son rôle à ce niveau-là? Est-ce que son rôle c'est simplement de reprogrammer culturellement des individus qui vont sortir de cette salle et essayer de se faire les porte-parole de ce que vous dites? Est-ce que c'est que idéologique? Ou bien est-ce qu'il y a aussi un programme d'action concret quoi? La définition, c'est prendre la hauteur sans perdre pied, ça c'est ma définition. Et la fonction, c'est la même que de l'art, la philosophie et la culture. Vous savez ce que c'est? C'est rendre la vie plus intéressante que la philosophie, l'art et la culture. Comment donner ce désir de prendre du temps avec la personne, avec l'autre, retrouver une motivation, enfin se donner une motivation, je sais pas, pour développer aussi sa propre pensée, sans être dans un... Effectivement, c'est très exigeant. Et je trouve que la subjectivité de la pensée, c'est quelque chose qui est très fort, qui demande beaucoup, qui est très exigeant, impliquant. Et je trouve que c'est ça qui redonne aussi l'envie, le désir, du plaisir. Là, je vois autour de moi des adultes qui sont complètement paumés. Ils n'ont rien à transmettre. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes complètement perdus. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et puis les jeunes, est-ce que si eux, ils ont une grande demande de vérité, et ceux qui ont la plus grande vont dans des sectes ou s'enrôlent dans des trucs complètement fermés. Et l'identité, il ne suffit pas d'une vie pour l'avoir. Ce n'est pas quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose qui est une mission, une tâche. Et le je, on est toujours influencé par le on dit parce qu'on est influencé. Donc l'identité, il y a deux identités, la carte d'identité, voilà, ça c'est l'identité fixe, statique, et l'identité pour dire je. Mais quelqu'un qui ne peut pas dire je n'ai pas besoin de parler, je veux parler d'une personne. Mais l'identité, on est dans une confusion absolue. Donc, si on n'a ni identité ni vérité, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Des anecdotes de ma vie. Et qu'est-ce qu'on transmet? Des connaissances, une manière d'être,
l'amour de la vie. Moi, je pense que le plus important qu'on transmet, c'est l'amour de la vie. Il y a un changement qui est en train de se faire, un éveil qui est en train de se faire. Justement, par rapport à mes enfants, par rapport à leurs copains et copines et tout, il y a une prise de conscience d'un ras-le-bol de quelque chose, il y a je dirais un éveil à la spiritualité, il y a un éveil, quelque chose comme ça qui est en train de se faire tout doucement. Donc l'individualisme, il est en train de bouger, il est en train de se changer, tout en ayant un jeu, hein, mais maintenant il est en train de se fondre dans autre chose, de se tourner vers autre chose. Vieux philosophe, Plotin, qui disait, qui a changé ma vie. Hein. C'est pour ça qu'il y a des paroles qui peuvent changer de vie. Il est indécidable où s'arrête le moi. Ceux qui ont des enfants, peut-être peuvent comprendre. C'est-à-dire, ce qui arrive à un enfant, c'est comme ça leur arrivait à eux. Il y en a qui élargissent ça à leur quartier, à leur ville, à leur pays. Il y en a certains qui se trouvent concernés, comme si ça arrivait à eux, quand ça arrive à un petit... c'est-à-dire, c'est l'individualisme, c'est un individu qui est atomisé, qui est simplement fermé sur lui-même, et c'est pour ça qu'il est... Et j'ai beaucoup de pitié, beaucoup de peine pour l'individualisme, parce qu'il ne vit pas. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas de corps, le corps qui est une pellicule, il étouffe il cuit dans son propre jus, il est enfermé. C'est terrible d'être individualiste. Et le contraire de l'individualisme, c'est je ne suis pas séparé du monde, c'est-à-dire je suis ouvert au monde. On a commencé, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut transmettre? On a parlé des deux côtés, celui qui transmet et celui qui reçoit la transmission. Et j'ai dit peut-être aujourd'hui il n'y a plus d'autorité comme autrefois, où c'est uniquement dans un sens, que peut-être c'est quelque chose, un échange donnant-donnant. Et ce n'est pas uniquement de haut en bas, mais que ce soit dans les deux sens. Mais qu'est-ce qu'on veut transmettre? Pour moi, il dit qu'est-ce qu'on est. Moi, je pense qu'on est avant tout, qu'est-ce qu'on transmet? On est une humanité, je pense, une somme d'expériences de vie unique, puisque chaque existence pour moi est unique, et qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'autre? Son humanité. Mais humanité par rapport à son vécu, c'est ça que je veux dire. Oui. Je trouve que c'est essentiel de connaître ce qui est tellement différent il y a seulement une génération. Et de connaître ça, de connaître leur vécu, les histoires qu'on a récoltées, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable. Donc on s'inspire, on sait d'où on vient, et c'est seulement là où on peut se baser pour rectifier le tir, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, etc. On sait d'où on vient, mais c'est aussi dans le but de savoir où on veut aller, Donc pour moi, c'est ce qui détermine en premier, c'est le désir. Mais un désir qui n'est pas tout puissant. Et là, j'ai Goethe, qui est notre compatriote, qui disait, ça se rime en allemand, c'est ce que tu as hérité de tes pères, acquiert-le pour le posséder. C'est-à-dire, il faut le transformer. Ce n'est pas simplement un héritage. Et René Char, qui disait, nous sommes des héritiers sans testament. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre en transmission, il faut faire l'expérience soi-même. Il faut être très fort pour être cohérent dans son désir de transmission et continuer dans la même voie. Ça me fait penser à cette réplique nous nous sommes tant aimés de Torres Scola, où ce n'était pas les 68 armes, mais des trois copains qui avaient fait la guerre de 14, je crois. Et il y en a un, je ne me souviens plus lequel, qui dit nous voulions changer le monde et c'est le monde qui nous a changé. Et finalement, le monde est plus fort que nous. Et c'est ça qui pourrait nous rendre pessimistes, alors quoi faire? C'est ça, en fait, tout ça. Se faire de l'histoire avec ce que l'histoire a fait de nous. C'est-à-dire, on n'est pas simplement des produits de l'histoire, on ne peut pas tout faire, mais faire de l'histoire avec ce que l'histoire a fait de nous. Je suis venue parce que je suis inscrite à RDA depuis longtemps, je reçois les informations, les annonces quand il y a un débat. Et là, je me suis dit, tiens, je viens parce que c'est l'intergénérationnel. J'ai pas eu d'enfant. J'ai coupé pratiquement tous les liens avec ma famille. Et ça ne m'a pas gênée tant que j'ai travaillé. Parce que j'avais complètement investi dans le boulot à 100%. Mais quand un jour, à 65 ans,
il y a une des secrétaires d'une boîte pour laquelle je travaillais comme psychosociologue, j'animais des groupes de salariés. Elle me téléphone, elle me dit: vous avez 65 ans, vous finissez la semaine et c'est fini. Là, j'ai eu un choc parce que je n'avais jamais pensé à la retraite, au vieillissement et à la mort. Et vous entendre parler depuis le début, je me suis dit: mon Dieu, mon Dieu. Et en plus, le fait qu'il n'y avait pas de parole, je trouvais, à part 4 ou 5 personnes qui prenaient la parole, il y a toutes celles qui ne la prenaient pas. Et ça me gênait beaucoup, et j'en faisais partie. Et je me suis dit: c'est pas possible, il ne faut pas que je parte sans avoir parlé. Bon, je vais arrêter vite parce qu'on voulait arrêter, mais je suis contente de leur parler. Mais je me rends compte, je me dis, alors, j'ai pas d'enfants, de petits-enfants, je n'ai plus de contact avec ma famille, j'ai un frère qui a des enfants et des petits-enfants. Il m'appelle 2-3 fois par an, il essaie gentiment de me dire: viens. Moi, je suis allée une fois par an, en 20 ans. Bon. Je me suis dit: mais il faut que j'y aille. Mais ça me... Qu'est-ce que je vais faire avec ces gosses, moi, ces enfants, ces petits-enfants? Je ne sais pas quoi faire. C'est une prise de conscience. Oui, voilà. Et là, tout à coup, vous entendre tous parler de tout ça, je me dis: Maria de Deo, je suis du Goudi, c'est du patois, Maria de Deo, Mère de Dieu, en patois local, comme vous disiez. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est une sorte de synthèse, tout à coup, qui sort. Donc, et puis vous avez dit qu'on a une histoire et qu'on peut la transmettre. Et qu'on fait sa propre histoire avec l'histoire qu'on a et qu'on la reprend. Ça me touche beaucoup parce que je me dis: bon, oui, j'ai une histoire après tout. Ouais. Bon, je peux en faire quelque chose. Ouais. Bon, je ne sais pas parler. Et moi, j'aurais bien aimé. On m'a caché l'existence de ma mère parce qu'elle est morte quand j'étais petite, à 3 ans et demi. Je suis née moi aussi en 42, donc j'ai 70 ans. Elle est morte en 45. On vous l'a cachée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.